Un petit voyage en thérapie. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va parler d'un livre, L'homme qui rêvait d'aller mieux, de Roland Rupage aux éditions du Net. Roland Rupage a aussi écrit un livre, Juste dormir pour que la vie retrouve son lit. Il est sophrologue, passionné par les sciences humaines, spécialiste dans la gestion du stress et aussi l'amélioration du sommeil. Bonjour, bonsoir Roland Rupage. Bonjour, merci de Alors, me recevoir. Voyage en thérapie, un livre, je pense, publié aux éditions du Net. Et Juste dormir, ça a dû être fait en auto-édition. Exactement. Oui, ça a été fait en auto-édition et c'est le décryptage du roman. C'est pour ceux qui veulent aller plus loin. D'accord. Ou qui veulent dormir mieux. Exactement. Alors, ce qui m'a fait drôle, c'est que vous commencez en disant que vous étiez animateur de télé et que finalement vous avez pété les plombs en juillet 2021. Est-ce que c'est vrai? Ah, alors j'ai jamais été animateur de télé, mais par contre j'étais un passionné de ce genre d'émission, de cette vaste blague qu'on subit depuis des années. Et un jour je me suis dit, ça serait quand même sympa qu'il y ait un animateur un beau jour qui disjoncte finalement sur le plateau télé et qui en vienne aux mains avec l'un de ses invités. Et donc c'est comme ça que j'ai entamé le roman. Oui. Alors, vous pétez les plombs, finalement, vous vous retrouvez sans boulot, et puis finalement aussi, vous vous retrouvez pas bien dans votre peau. Donc, le 4 septembre 2021, il y a un clash. Vous allez chez un psychiatre, où vous, plus ou moins, vous remontez dans votre enfance. Donc, Exactement. Mon héros, hein. On va dire que ça peut être un peu considéré comme autobiographique, mais c'est pas moi, hein. C'est François Bobin. François Bobin, donc le héros du roman, qui effectivement, ben, il se trouve à la fois viré par sa chaîne de télévision et plaqué par son épouse. Du coup, il se décide, et il se résout à aller consulter un psychanalyste. oui, alors dans le livre, on verra qu'à plein de moments, vous vous rendez compte que vous n'étiez pas là. Hein. Si elle vous a plaqué, c'est que vous n'étiez pas là. Et que j'étais pas présent. Et Et souvent, on n'est pas présent dans la vie, hein. ouais. D'où l'intérêt de se poser des questions. Alors, ce psy, finalement, lui donne une enveloppe à ouvrir le soir. Oui. Et dans cette enveloppe, il y a juste quatre villes, Nancy, Berlin, Zurich et Barcelone. Et, euh, et juste cette phrase, l'erreur répandue est de vouloir entreprendre séparément la guérison du corps et de l'esprit. Et il lui souhaite bonne route. Et le livre, finalement, commence vraiment là, avec ces quatre rencontres qu'il va le faire. Quatre rencontres et même plus qu'il va faire. Donc, on commence par l'hôpital Sainte-Anne. Ah oui, il se retrouve donc, il respecte à la lettre les consignes du psychanalyste. Donc, il ouvre la lettre le soir avant de se coucher et avec ses fameuses quatre destinations. Et il se retrouve le lendemain dans un hôpital psychiatrique 100 ans plus tôt, en 1925 pour être plus précis. Et donc là commence le long voyage en thérapie parce qu'il découvre autour de lui donc des gens qui ne vont pas bien. Ce sont souvent des gueules cassées, des gens qui ont fait la guerre, la Première Guerre mondiale, et on s'aperçoit que presque 7 ans après l'armistice, eh bien les gens vont mal. Et il rencontre donc dans cet hôpital Sainte-Anne un médecin qui lui aussi a perdu deux de ses enfants sur le front et qui essaye d'identifier si il a un problème ou pas, puisqu'il est arrivé dans cet hôpital le matin. Et l'idée du médecin, c'est d'essayer de rapidement identifier le profil psychiatrique de l'individu qui s'est manifesté ou du moins qui a été ramené jusqu'à l'hôpital. Et au moment où il se dit ce type va pas bien, eh bien, le héros du livre, François Bobin, reçoit une info de ce fameux médecin, c'est que à Nancy, il y a plus de miracles qu'à l'hôpital Sainte-Anne, c'est-à-dire que quand on va mal, il vaut mieux aller consulter le vieux druide, le vieux guérisseur de Nancy, qui est Émile Coué, plutôt que de rester chez nous. Et donc le héros entame, je dirais, un long voyage. Et effectivement, la première destination, c'est Nancy. Nancy à l'époque, comment dire, c'est l'école de Nancy qui est célèbre, en opposition avec l'école de la Salpêtrière à Paris, parce qu'à Paris, on trouve Jean-Martin Charcot, qui est le spécialiste de l'hypnose et qui traite l'hystérie. Et à Nancy, il y a une école d'hypnose qui est célèbre avec Auguste Liébaud, Hippolyte Bernheim et Émile Coué. Donc, il se retrouve effectivement à aller à la rencontre de ce fameux Émile Coué qui fait partie de son itinéraire. Première étape.
Oui, alors ce vieux guérisseur béni des dieux, établi dans l'Est de la France, a des pouvoirs surnaturels de remettre sur pied ces muets, ces gueules cassées, ces aveugles, paralysés, ces qui sont devenus fous par la guerre. Des milliers de familles aussi qui vont à Lourdes à l'époque, hein. Il n'y avait pas que... Et alors, il y en a qui vont à Lourdes, mais a priori, et c'est les statistiques qui parlent, il y a plus de guérisons à Nancy chez Émile Coué qu'à Lourdes. Et donc, c'est vrai que l'histoire de Coué, moi, m'a passionné parce que on en parle souvent. Quand on parle de méthode Coué, on parle de comment dire, la pensée positive, et je trouve que c'est extrêmement réducteur. Et dans l'idée, c'était de réhabiliter un peu Émile Coué, qui est, alors finalement, c'est un pharmacien qui s'est rendu compte que quand il recevait des clients dans sa pharmacie, et qu'il accompagnait la prescription du médecin, je dirais, d'une suggestion positive. Imaginons, ce médicament, il va falloir le prendre matin, midi et soir à raison d'une cuillère à café, et dans une semaine, vous serez guéri. Et bien, il s'est rendu compte qu'effectivement, le pouvoir de la suggestion était réel, hein. On parle souvent d'effet placebo, et que ces clients qui venaient récupérer effectivement la prescription du médecin guérissaient. Alors, il y a plein d'anecdotes à ce sujet, mais lui, oui. Donnez-nous l'histoire de la vieille dame. Alors, il y a une vieille dame qui arrive, elle, sans ordonnance, sans prescription du médecin et qui, a priori, est extrêmement souffrante. Émile Coué, en fait, ne veut pas la laisser repartir sans rien. Et donc, il va aller dans l'arrière-boutique de sa pharmacie, va préparer on va dire, une potion à base d'eau, hein, d'eau de source avec un peu d'eau citronnée. Il va secouer, il va revenir, il va mettre l'étiquette sur comment dire, sur le petit contenant. Et effectivement, il va lui remettre le médicament tout en accompagnant, comment dire, accompagnant le geste d'une suggestion. Et la suggestion, c'est effectivement celle-là. Si vous prenez correctement votre médicament matin, midi et soir, et bien dans 5 jours ou dans 7 jours, vous serez guéri. Et effectivement, la petite vieille revient quelques jours plus tard et elle est entièrement guérie. Et elle, Et, et elle cultive son jardin. et Et- elle se remet à cultiver son jardin. alors, lui, il a comment dire, il a deux principes. Toute idée que nous avons dans l'esprit devient une réalité. S'il n'y a pas de guérison, il y aura quand même une amélioration. Et le deuxième principe, ce n'est pas, contrairement à ce que l'on pense, la volonté qui est la première faculté, mais l'imagination. Non, exactement. Pour revenir à la première, toute idée ou pensée que l'on a dans l'esprit tente à devenir une réalité. C'est très simple en fait. Et moi, ça a été marquant quand j'ai découvert Émile Coué, parce que, en effet, quelqu'un qui a tendance à être pessimiste, euh, eh bien, sa vie va moins bien que quelqu'un d'optimiste. Exemple de Coué, souvent c'est une citation qu'il a tendance à formuler, c'est: si tu te crois malade, tu deviens malade. Et donc, à l'inverse, si tu te crois en bonne santé, tu seras en bonne santé. Donc, c'est simplement le pouvoir de la suggestion. Et alors, pour ce qui est de la deuxième sur l'imagination qui est plus forte que la volonté, on peut prendre n'importe quel exemple, hein. Quelqu'un qui a tendance à boire et qui est alcoolique, la volonté voudrait qu'il arrête de boire tous les jours, matin, midi et soir, il voudrait arrêter la bouteille, mais en réalité, il ne le peut pas. Et le jour où il se projette, c'est-à-dire dans son imaginaire, dans son imagination, et qui se dit: finalement, si j'arrête de boire ou si j'arrête de fumer, hein, puisque c'est valable pour n'importe quelle addiction, je verrai grandir mes petits-enfants, je pourrai reprendre le sport, je tousserai moins. Bon. Et effectivement, on s'aperçoit que, et c'était toute la théorie d'Émile Coué, c'est qu'en nous, on a une part consciente, la volonté, et une part inconsciente, l'imagination. Et la part de nous inconsciente, hein, c'est comme l'iceberg, la part émergée de l'iceberg, c'est le conscient, la part immergée de l'iceberg, qui est beaucoup plus importante, c'est l'inconscient, et on s'aperçoit que cet inconscient est beaucoup plus puissant que le conscient. Et c'est quand les deux s'allient l'un à l'autre que là, effectivement, on est complètement aligné, quoi, et que les choses peuvent s'améliorer. Il dit aussi que le meilleur guérisseur du monde est à l'intérieur de chacun. On apprend qu'il était président de la branche Jeanne d'Arc de la théosophie nancéenne et que c'est finalement les théosophes qui l'ont fait connaître, ainsi qu'un certain Baudouin, je crois, euh, Oui, c'est ça. avec lequel il s'est fâché. Enfin, il y a eu une histoire dans Alors, le livre. mais là, c'est important parce que Charles Baudouin, en fait, c'est un jeune étudiant en philosophie. Il étudie sur Nancy et ensuite il va faire sa thèse en Suisse. Et il est tellement fasciné par la méthode Coué qu'un jour il décide de faire publier sa thèse qui s'intitule Suggestion et autosuggestion. Et il adresse
cette thèse à des journalistes anglo-saxons qui se disent ben, on veut à tout prix découvrir qui est le guérisseur de Nancy, puisque en fait à Nancy, ce qui se passe, c'est que, et comme vous le disiez tout à l'heure, les anciens traumatisés de guerre arrivent, pour certains, ils arrivent chez Coué, ils sont aveugles, ils retrouvent la vue, ils sont sourds, ils retrouvent l'ouïe, et ils sont a priori hein, cliniquement paralysés, et ils se mettent à marcher. Donc les gens comprennent rien. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en réalité, c'est simplement pour expliquer la genèse de la méthode, mais c'est surtout quand on est sur le champ de bataille, cette partie inconsciente de nous veut protéger la partie consciente. Et en fait, ces traumatisés de guerre, qu'est-ce qui leur arrive? Pour celui qui a perdu la vue, c'est qu'il y a tellement d'atrocités qui se présentent à lui sur le champ de bataille que l'inconscient vient finalement lui couper d'un de ses cinq sens, à savoir la vue. Également, il s'avère qu'il y a le bruit des canons, donc l'ouïe, et l'inconscient est bien fait, hein, c'est que, enfin, il est bien fait, c'est un réflexe archaïque, mais va le priver de l'ouïe. Et de la même façon, pour éviter qu'il avance en première ligne et qu'il se rapproche de l'ennemi, il peut aussi le priver de la mobilité. Et donc ces gens-là se croient effectivement définitivement handicapés et perdus pour la médecine, mais en réalité, c'est juste l'inconscient qui, à un moment donné, a actionné un de ces processus, un de ces mécanismes instinctifs pour, je dirais, lui éviter le pire. Et finalement, s'ils arrivent chez Coué à Nancy, c'est que ça a fonctionné puisqu'ils sont encore en vie. Et après, il y a effectivement le phénomène en fait, de ces cabinets publics, de ces séances publiques, où ils sont des centaines tous les jours à venir consulter Coué, et où il y a la suggestion, l'effet de la suggestion, et puis il y a aussi tout ce qui nous échappe, quoi. Il y a le visible et l'invisible. Et là, ça relève de la métaphysique, ça relève peut-être de la physique quantique, de choses qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement, mais effectivement, il y a énormément de guérisons. Alors forcément, tous ne guérissent pas, ça va de soi. Mais comme vous le disiez, on est finalement le meilleur thérapeute de soi-même, puisqu'on s'aperçoit que la méthode Coué, c'est finalement un entraînement, quoi. C'est un entraînement, et si je me répète chaque jour des suggestions positives, qui sont en résonance avec cette partie inconsciente que j'ai à l'intérieur de moi, eh bien, les choses changent. Alors Hmm. ça paraît un peu idyllique, mais moi je suis tombé sous le charme de cette méthode. Et ensuite, par contre, et c'est vrai que je ne sais pas si on va évoquer le deuxième personnage, Non, non, on va rester qui... sur Coué, on va donner la méthode quand même, on va leur faire cadeau. Donc il y a la cordelette, hein, mais on peut le faire sur les doigts. Ah oui, On on peut peut le le faire faire sur sur les les doigts. doigts. En fait, il disait qu'en fait, que pour que, effectivement, là, vous évoquez, vous faites cas de la phrase de Coué. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. En fait, il y a la notion, dans la première partie de la phrase, tous les jours, ça veut dire la notion de temporalité. À tout point de vue, c'est-à-dire quel que soit le problème, la problématique que j'ai, euh, je vais de mieux en mieux. Il y a la notion d'amélioration. C'est-à-dire chaque jour, chaque seconde, chaque minute qui s'écoule, je vais de mieux en mieux. Ça veut dire que je tends à avoir un état de santé qui s'améliore. Ou alors aller vers la réalisation, ça peut être ça aussi, vers la réalisation d'un des objectifs que je me suis fixé. Non, Et non, ça, mais c'est il ne faut effectivement. pas changer la phrase, je vais de mieux en mieux, parce que finalement, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, à répéter 20 fois matin et soir, et à haute voix, hein, Alors, perceptive. Ouais. lui, il disait à haute voix, mais c'était à l'époque, c'était il y a une centaine d'années. La Non, mais suggestion est, je pense que c'est important de le dire à haute oui, voix, de parce pas qu'il dénaturer. ne faut pas avoir peur de ce qu'on a envie, parce qu'il dit aussi que l'important, c'est l'envie. Donc, Bien sûr, envie, donc le dire à haute voix, c'est vraiment l'infirmier. Alors, passer au deuxième, Berlin, 1936, le professeur Schulz. c'est ça. Johannes Heinrich Schulz, alors là, c'est un peu moins sexy comme période. On est juste, lui, c'est un Allemand hein, qui est professeur de médecine, psychiatre et qui est directeur de l'hôpital de Berlin. Et en fait, il y a un paradoxe en fait. Et moi, je sais que quand j'ai découvert le training autogène de Schulz, hein, pour être plus précis, c'est-à-dire training autogène, ça veut dire littéralement, c'est un entraînement sur soi. C'est-à-dire que j'ai besoin de personne pour appliquer le protocole. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui circulent. J'avais une phrase là sur un livre qui disait que Schulz, si pour les Juifs, Schulz était un antisémite, il était pour les nazis un demi-juif. Il sera toujours l'homme de l'entre-deux et de la trahison. Parce que il y a, la légende raconte qu'il a fait des expérimentations, notamment sur des personnes déficients mentaux, on va dire, qui étaient peu glorieuses, hein, et qu'il aurait collaboré avec les nazis, mais à l'époque, qui n'auraient pas collaboré, enfin, qui n'auraient pas collaboré. Il y avait plus de collabos que de résistants. Mais en fait, on s'aperçoit que chez chaque individu, il y a une part d'ombre et une part de lumière. Et son training autogène, c'est une façon comment dire,
d'obtenir chez soi une forme de relâchement et de déconnexion générale. Et moi, je sais que grâce à Schultz, hein, j'ai appris à dormir, et c'est pas une punchline, hein, j'ai appris à dormir en 1 heure grâce au training autogène de Schultz, et notamment le cycle inférieur du training autogène de Schultz. Et en fait, c'est extrêmement simple, c'est à base de suggestion. Donc, c'est dans la continuité de Coué, c'est l'influence de la suggestion sur le corps et sur le mental, c'est-à-dire que quand on se répète des choses, des suggestions, alors là, en l'occurrence, chez Schultz, il se répète que son bras est lourd, bras droit, bras gauche, les jambes, que tout son corps est lourd. Et en fait, la lourdeur vient générer un relâchement musculaire. Et ensuite, il y a une suggestion de chaleur. Et la chaleur, en fait, il est prouvé que la chaleur vient créer un relâchement non pas musculaire, mais vasculaire. C'est-à-dire que tout ce qui est capillaire, veine et, comment dire, et artères viennent se dilater et laissant plus d'oxygène circuler. Moi, c'est la méthode que j'ai utilisée pour guérir de mon insomnie, parce que j'étais insomniaque pendant une vingtaine d'années. Et en 1 heure, grâce au training autogène de Schultz, alors ce qui a été valable pour moi ne sera pas forcément valable pour tout le monde, mais ce qui est sûr, c'est que pour créer un état de déconnexion générale, ce protocole est assez exceptionnel. Après, il y a le cœur hein, faut entendre son Alors, cœur, hein. On va le faire juste. alors, Ouais, ouais. ouais, effectivement, c'est-à-dire qu'après, il y a la partie, après les 2 premiers exercices, on va dire, que sont la lourdeur et la chaleur, on s'intéresse effectivement au cœur. Et le cœur, c'est la suggestion, c'est mon cœur bat calme et fort. Calme, et on sent que les pulsations commencent à diminuer, et fort, c'est-à-dire qu'on l'entend de plus en plus retentir, c'est-à-dire qu'on est connecté à son corps. Donc ça, c'est le cœur. Après, il y a la respiration profonde. Et effectivement, moi, quand j'ai expérimenté ça, je me suis mis dans des états en fait, de déconnexion, mais j'avais jamais connu ça. C'est-à-dire la reconnexion au corps et à ses fonctions vitales ont créé chez moi des phénomènes qui étaient, on va dire, qui relevaient du paranormal hein, presque. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à pratiquer le training autogène, je me suis vraiment senti bien. Et chaque jour, je me rendais compte que le sommeil intervenait de plus en plus rapidement jusqu'à ce que mon sommeil soit quasi instantané. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, à la première suggestion de lourdeur, je m'endormais. Et c'est pour ça que quand j'entends aujourd'hui dans les émissions, dans les podcasts, dire on n'apprend pas à dormir, si, on apprend à dormir, mais seulement. C'est euh, bien fini. Après, il y avait le plexus solaire chaud et le front frais. C'est-à-dire la oui, différence entre le plexus alors et le oui, front, oui. c'est important parce que le plexus solaire, en fait, c'est une zone, c'est un enchevêtrement de nerfs. Et quand on évoque la chaleur au niveau du plexus solaire, ça vient relâcher tous ces nerfs qui sont enchevêtrés. Et pour ce qui est du front frais, c'est c'est pour isoler comment dire, le corps de la tête. Parce que souvent, quand on va induire de la chaleur, ça peut provoquer quelques migraines au niveau de la tête. Donc, Schulz avait intégré comme dernier exercice dans son protocole le front frais, mais légèrement frais, une légère sensation de fraîcheur au niveau du front, pour qu'effectivement, ça évite ces problèmes de céphalée ou de. Mais c'est l'exercice, c'est-à-dire que le dernier exercice est l'exercice le moins important du protocole. Les deux les plus importants, c'est la lourdeur et la chaleur qui créent à la fois du relâchement musculaire et vasculaire. Et moi, j'avoue. On trouve ça un peu dans la sophro, hein. Dans Oui. cette partie-là, il y a l'histoire tragique du groupe d'alpinistes que vous pourrez découvrir dans le livre. Bon, cette méthode, il faut la pratiquer minimum 12 semaines hein, pour qu'elle devienne, pour qu'on l'optimise. Optimal. Ouais. Alors, c'est ce que propose Schulz. Il dit ça marche pas sur tout le monde, mais comme il a fait des expérimentations sur des milliers de personnes, il s'est rendu compte que c'était extrêmement efficace. Alors, il préconise, il dit qu'en fait, le cycle inférieur du training autogène, c'est entre 12 et 18 semaines de pratique pour en obtenir, on va dire, la quintessence. Alors, moi, ça a été beaucoup plus rapide que ça. Après, bon, ben, on passe avec Gustav Jung, hein, 1960 Zurich, en mai 60 à Zurich. Votre personnage le retrouve dans la tour, son domaine érigé de ses mains à Zurich. Et Jung dit que depuis que l'homme n'a plus que le mot progrès dans la bouche, il n'est plus engagé dans la nature. Il était très Clairement. proche de la nature, hein, Jung. Absolument. Alors Jung, je ne vais pas refaire la biographie, mais Jung, ce qui est hyper intéressant, c'est que il est né en 1875, il a 19 ans de moins que Freud, le père de la psychanalyse. Donc Jung, c'est marrant parce que le jour, Jung découvre en fait l'analyse des rêves qu'a rédigé Freud et il tombe sous le charme du personnage. En fait, ça devient un mentor et ils veulent se rencontrer, ils entament une correspondance
et ils se rencontrent véritablement en 1906. Et il est dit, hein, la légende raconte que le jour où ils se sont rencontrés, ils ont passé 13 heures dans le bureau de Freud. C'est-à-dire qu'ils n'en sont pas sortis tellement ils ont créé une connexion intellectuelle. Et Jung est devenu donc naturellement le fils spirituel de Freud, si ce n'est que année après année, il s'en est un petit peu éloigné, parce qu'il y a des choses ils ont rencontré des points de divergence notamment sur la notion d'inconscient et sur tout ce qui est paranormal, parce que Jung croyait, enfin c'est pas qu'il croyait, c'est qu'il avait expérimenté le divin. Pour lui, c'était pas une notion de religion, mais une notion de divinité. Et ayant expérimenté le divin, euh, Freud, lui, ne voulait pas en entendre parler. Il avait un esprit beaucoup plus cartésien. Et ils se sont rendus compte tous les deux, enfin Jung s'est rendu compte que leur personnalité était tellement divergente qu'il a écrit un livre qui s'appelle Type psychologique. Et en fait, il théorise dans ce livre Type psychologique qu'on a dans notre personnalité quatre fonctions qui dominent. La fonction, ben, l'intelligence, on va dire analyticologique, par opposition à l'intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle. Et on a deux autres fonctions qui sont la sensation ou la sensorialité, par opposition à l'intuition. Et donc, il dit le but de la vie, le processus d'individuation, en fait, c'est-à-dire passer du petit moi au grand soi, c'est de se réaliser. Et il dit c'est quand, au fur et à mesure des obstacles qui se présentent dans notre existence et qu'on arrive à surmonter, qu'on va pouvoir se réaliser. Et moi, ça m'a marqué le processus d'individuation parce que comment dire, il voit un certain nombre d'étapes où on va dans notre vie, et notamment par le rêve, parce que Jung, lui, sa méthode, c'est l'analyse et l'interprétation des rêves. Et il dit que dans nos rêves, alors il y a des rêves qui sont uniquement des rêves de compensation, c'est-à-dire qu'on va dormir la nuit et on digère pendant la nuit. Et puis il y a ce qu'il appelle les grands rêves. Et les grands rêves, on va rencontrer un certain nombre d'archétypes. Et il dit le premier archétype, la première étape à franchir, c'est l'ombre, c'est être capable d'assumer les parts en soi qui sont des parts d'ombre. Et une deuxième étape, c'est accepter chez soi, chez l'homme sa part de féminin et chez la femme sa part de masculin, c'est l'animal animus. Et enfin, et souvent, il y en a certains qui n'arrivent pas à franchir cette étape, qui ont du mal, c'est traverser l'archétype lumière. Et l'archétype lumière, c'est être conscient de ses qualités, de ses capacités, de voir qu'on est en développement, mais avoir un ego qui se retrouve à son juste milieu, c'est-à-dire ni en surestime de soi, ni en sous-estime de soi. Et c'est comme ça que parfois, il y en a qui, lorsqu'ils accèdent à de hautes fonctions, par exemple, peuvent se prendre pour Jupiter. Alors, je fais référence à personne, mais là, ça veut dire qu'il y a des vrais problèmes de mégalomanie, et là, on rentre en psychiatrie. Et donc, lui disait, quand on arrive à traverser sa part de lumière, eh bien, on accède au soi, au grand soi, donc la réalisation de soi. Oui, donc Et donc, c'est part d'ombre et de lumière. Alors, ce qui différenciait Freud, Jung disait que Freud voit dans l'inconscient une zone de stockage de tous nos refoulements, et lui, Jung, il voyait au contraire un immense vivier de possibilités. Il parle de deux couches d'inconscient, alors que Freud n'en avait identifié qu'une seule, l'inconscient collectif. exactement. Alors, attention, Jung, il n'a jamais critiqué Freud dans le sens où il s'en est beaucoup inspiré, mais à un moment donné, ben, le disciple s'émancipe du maître, hein. Et lui, dans sa définition d'inconscient collectif, c'est beaucoup plus positif, c'est-à-dire que il y voit en fait une certaine forme d'inconscient collectif. C'est un peu comme si on a un ADN physiologique, il y aurait un ADN psychologique, c'est-à-dire qu'il y aurait une transmission de intergénérationnelle qui fait qu'on hérite de tous ceux qui nous ont précédés et que finalement cette histoire de l'humanité fait partie de nous, nous transcende et qu'on a à travers les rêves, notamment des messages qui nous sont envoyés ben, par ceux qui nous précèdent via l'inconscient. Et effectivement, lui, c'est dans sa thérapie, et donc la psychanalyse, c'est souvent une thérapie longue, hein, où on fait du fil à fil, eh bien, il demande à ses patients de lui relater les rêves, les grands rêves qu'ils ont fait. Alors, il y a plein d'anecdotes à ce sujet hein, en cabinet, on n'aura pas le temps de revenir dessus, mais l'inconscient collectif, en fait, si, il me vient une anecdote. Un jour, il est en analyse avec une patiente qui est très rigide et qui est vraiment dans une intelligence analyticologique et qui n'arrive pas à comprendre le concept de rêve. Et donc, la thérapie est au point mort. Et à un moment donné, elle raconte à Jung qu'elle a rêvé d'un scarabée doré. À ce moment-là,
il y a un scarabée qui tape contre la vitre. Jung va ouvrir la vitre et on s'aperçoit finalement qu'il y a ce phénomène qu'on appelle le phénomène de synchronicité, où ce qui se passe à l'intérieur de la personne, de cette patiente, hein, eh ben, se réalise à l'extérieur. Et c'est là où Jung va bien au-delà de Freud, et c'est bien plus intéressant de parcourir l'œuvre, enfin je suis peut-être un peu parti pris, l'œuvre de Jung que l'œuvre de Freud, c'est que c'est beaucoup plus positif, parce que là on a véritablement des messages qui nous viennent ben, effectivement de cet inconscient qui est pas seulement, comme vous le disiez tout à l'heure, un lieu de refoulement, mais c'est véritablement un lieu où, comment dire, un lieu où résident des ressources et des capacités qu'on va pouvoir développer tout au long de notre existence. Oui, Et je quant trouve à ça, Freud, le vrai maître ne demande qu'une chose, c'est que son disciple le dépasse. Donc, il est question d'humilité. Après, bon, on passe en Espagne avec alors là, Caicedo, donc allez-y. alors Alfonso Caicedo, c'est lui, c'est le créateur de la sophrologie. Et Ouais. en fait, il est devenu médecin psychiatre. Et lui, il y a quelque chose qu'il ne supportait pas, c'est qu'il travaillait dans un service en psychiatrie et il supportait pas les mauvais traitements qui étaient administrés à ses patients, à savoir ben, les électrochocs et puis tout ce qui est euh, Coma insulinique. les comas insuliniques absolument. Et donc, il a décidé de développer sa propre méthode. Alors, il est passé par l'hypnose, mais il s'est rendu compte que l'hypnose, ben, il n'arrivait pas à la théoriser et puis que les résultats étaient assez aléatoires. Donc, il est parti en Suisse, ça a été sa première étape, à l'hôpital de Zurich chez Binswanger et Ludwig Binswanger, qui lui a appris en fait une philosophie, ou plutôt une approche philosophique, qui est la phénoménologie. Et la phénoménologie, c'est effectivement faire abstraction de tous les filtres de perception qu'on a et d'accueillir ce qui se présente à soi comme si c'était la première fois, c'est-à-dire sans jugement, sans interprétation, sans analyse. Et Ludwig Binswanger, il était au crépuscule de sa vie et, euh, et la femme de Caicedo pratiquait le yoga. Et il se dit, il y a quand même des choses à aller explorer en Orient. Et donc, il a demandé l'autorisation donc, à Ludwig Binswanger. Il lui a dit, est-ce que je peux aller visiter l'Orient et Ludwig Binswanger, qui est mort quelques mois après, lui a dit, oui, bien sûr. Et donc, il est parti avec femme et enfants. Et il devait partir pour un voyage de 6 mois. Et finalement, il est resté 2 ans là-bas, 2 ans et demi, où il a appris ben, le yoga indien, le bouddhisme tibétain et le zen japonais. Et il est revenu fort de ces disciplines où le corps est au cœur de la méthode. C'est-à-dire que il a réussi, on va dire, à relier l'Orient et l'Occident. Il s'est inspiré un peu de tout, hein. C'est-à-dire qu'on ne crée rien, on le sait bien, on ne crée rien, on ne crée jamais rien, mais lui a réussi à réconcilier l'Orient et l'Occident avec une méthode dont la porte d'entrée, c'est plus seulement l'intelligence analyticologique ou la pensée, mais la porte d'entrée, c'est véritablement le corps et l'accueil des sensations. C'est l'accueil des sensations, parce qu'une sensation, quand elle se manifeste, nous, on n'est pas, enfin, dans nos sociétés occidentales, on est souvent coupé de notre corps, donc on est plutôt des êtres dissociés. Et lui, ce qu'il voulait avec sa méthode, qui est une méthode psychocorporelle, c'est revenir au corps, revenir dans le corps, parce qu'une sensation, il y a des sensations interoceptives qui viennent de l'intérieur, il y a des sensations qui viennent de l'extérieur, et on a besoin, effectivement, de capter ces informations avant de savoir si elles nous sont agréables, désagréables. Et on passe de la sensation ensuite au ressenti, c'est-à-dire on n'est plus dans la sensation, dans l'approche de Caicedo, on commence par la sensation, c'est la porte d'entrée, puis ensuite on se dirige vers une autre fonction essentielle de la conscience, qui est le sentiment et l'émotion. C'est je suis capable, cette sensation, de savoir si elle est agréable ou si elle ne l'est pas, et ensuite ça permet de développer, par voie de conséquence, l'intuition. Et finalement, euh, eh bien, après l'intuition, quand on a reconfiguré sa sensorialité, son émotion, ses émotions, son sentiment, ses émotions et son intuition, on arrive à avoir une pensée qui est beaucoup plus créative et non pas tournée vers le passé en mode répétitif, mais plutôt une pensée créative tournée vers l'avenir. Donc là, c'est un rapide condensé, on va dire. Oui, on revient au début de l'émission lorsqu'il était parti voir son premier psychiatre là, après sa folie, sa folie. Son coup de folie. Ouais, il lui avait donc donné Nancy, Berlin, Zurich et Barcelone. Et cette phrase, l'erreur répandue est de vouloir entreprendre séparément la guérison du corps et de l'esprit. C'est très important que le corps il fonctionne, donc se remettre à marcher, se remettre à Exactement. aussi, hein. On a tendance à séparer les deux. C'est vrai que on est alors en Occident, en Europe et qui plus est en France, Descartes, je pense, donc je suis. Et en fait, comment dire, on va dire, moi j'ai imaginé, alors tout n'est pas forcément exact, hein, mais
Caicedo inverse la citation en disant non, c'est pas je pense donc je suis, c'est je suis donc je pense. Donc on prend les choses à l'envers, c'est que je n'ai pas un corps, je suis mon corps. Et c'est en commençant par l'essentiel, ce qui nous relie à ce monde, c'est-à-dire notre enveloppe corporelle, qu'on pourra redévelopper une à une toutes les capacités et toutes les fonctions de la conscience, pour être un être unifié et non pas un être morcelé et divisé. Oui, alors il y a cette phrase aussi que l'expérimentation précède toujours la compréhension pour ceux qui n'ont jamais pratiqué la sophrologie ou toutes ces thérapies-là. Essayez et puis après expérimentez et après peut-être que vous comprendrez. C'est exactement ça, c'est-à-dire que Vraiment si on tout. veut Ouais. si on veut comprendre sans avoir expérimenté, sans avoir essayé, malheureusement, ça ne fonctionne pas, hein. Ça commence par l'expérimentation et c'est effectivement cette expérimentation qui engendre la compréhension et notamment tout ce qui est prise de conscience. Parce que dans la sophrologie, il y a effectivement beaucoup de prise de conscience, au même titre que l'expérience précède la connaissance. Et donc, c'est dans ce sens-là. Il dit effectivement, on arrive à une thérapie enfin thérapie, la sophrologie, elle est effectivement thérapeutique, mais elle est aussi prophylactique, elle est pédagogique, elle est sportive, mais on revient effectivement à la sensation, ce qui nous relie au monde, les informations qui viennent de l'extérieur, qui nous viennent de l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on reconfigure la pensée. Et aujourd'hui, c'est vrai que on a vraiment le sentiment d'être un peu gouverné, d'être manipulé par une poignée de cinglés, et ce sont des gens qui sont la plupart du temps totalement hors sol. C'est pour ça que dans le roman, je finis sur une petite touche un peu engagée, hein. C'est-à-dire que le roman, il est à la fois un peu thérapeutique, un peu initiatique et engagé. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand effectivement on sort de ses croyances, qu'on a expérimenté ces disciplines, ces thérapies, ben, on y voit plus clair. Et là, on voit ce qui est en train de se jouer. On voit la manipulation autour de nous, on voit ce qu'on voudrait qu'on pense, c'est-à-dire la pensée unique. Et c'est pour ça que moi, j'invite effectivement les gens à pratiquer. Alors, pas forcément la sophrologie, mais la méditation et toutes ces techniques psychocorporelles qui nous, finalement, nous ramènent, et vous le disiez tout à l'heure, nous ramènent au vivant, quoi. Nous ramènent au vivant. Ok, est-ce que vous me permettez de lire, pas maintenant parce qu'on n'a pas le temps, mais la séance d'en faire juste une petite partie pour Bien sûr. ceux qui ne connaîtraient pas. C'est très romancé, C'est attention. romancé, mais bon, c'est quand même une séance. Le livre s'appelle Voyage en thérapie, l'homme qui rêvait d'aller mieux et qui finalement fait plus de cauchemars, de Roland Rupage. Vous avez un site internet, quelque chose? Non, j'ai pas de site internet. On me trouve. Je suis à la fois formateur et sophrologue. Et vous êtes où? Je suis à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Ok. Vous avez quelque chose pour terminer? Bah, écoutez, pour terminer, moi je dirais que ouais, quelque chose d'important pour ceux qui nous écoutent, La phrase Ut conscientia noscatum, Noscatour, ah ouais, ça tourne. pour que, pour que la conscience soit connue. Ut conscientia noscatour, pour que la conscience soit connue. Et effectivement, vous voyez, le roman est fait en deux parties. Il y a une partie aller mieux, c'est-à-dire moi, ma problématique, c'était le sommeil, donc mieux dormir, gérer son stress, son anxiété. Et ensuite, il y a une partie qui est beaucoup plus initiatique, éveil de la conscience. Et là, on rentre effectivement dans la deuxième partie de l'existence, qui est ce processus d'individuation et de réalisation de soi. Je voudrais juste clôturer, si j'ai une petite minute, par donc ce témoignage. Moi, effectivement, c'est l'itinéraire du héros. Moi, je l'ai vécu, alors effectivement, à ma façon, hein, dans ma vie réelle. Et j'étais un insomniaque et j'ai souffert pendant 20-25 ans d'insomnie. C'est pour ça, pour ceux qui nous regardent et qui auraient des problèmes de stress ou d'insomnie, j'ai à peu près consulté tout le monde jusqu'à ce que je prenne les choses en main, que je devienne mon propre thérapeute et que j'aille à la découverte ou à la rencontre, on va dire, de ces thérapeutes. Et ma vie a changé très rapidement. Aujourd'hui, en France, il y a quand même un Français sur cinq qui souffre d'insomnie. Il y a 7% de la population, c'est de l'insomnie chronique, c'est-à-dire plus de 3 nuits par semaine. Et il y a 100 millions de boîtes de médicaments hypnotiques, anxiolytiques, euh, antidépresseurs qui sont vendus chaque année. Je crois qu'on est les champions d'Europe et je pense qu'on mérite autre chose que ça. Oui, puis vous écrivez que la qualité de votre vie dépend de la qualité de votre sommeil. Donc, il y a Exactement. d'autres livres qui s'appellent Juste dormir pour que la vie retrouve son lit. Et on peut vous trouver. Et je pense que vous pouvez aussi aider ceux qui ont des soucis pour dormir.
Mais moi, c'est ce que j'essaye de faire à mon modeste niveau. Et surtout, enfin, si j'ai un message à leur faire passer, c'est garder espoir. Il existe plein de thérapies brèves, ou plus longues. D'ailleurs, chacun trouve chaussure à son pied, qui peuvent vous permettre de retrouver un sommeil bien plus harmonieux et rapidement. Celle de Schulz, je la connaissais pas du tout, hein, le training autogène, hein. Training autogène, ouais, c'est quelque chose d'assez formidable parce que moi, non seulement j'ai appris à dormir en 1 heure, hein, et puis là, c'est pas une punchline, c'est la réalité, mais chaque jour, j'ai découvert des phénomènes, justement, c'est-à-dire que au-delà du sommeil, je me suis retrouvé dans des états de conscience élargis où, euh, alors, je sais pas, mais je sais que sur votre chaîne, on peut en parler, hein, mais j'ai vécu des phénomènes. C'est-à-dire, je demande à personne de me croire, juste à expérimenter le protocole, hein, le training autogène. Moi, j'ai vécu comment dire, des grands moments effectivement de créativité quand j'étais dans cet état-là et en plein training autogène de Schulz, avec des phénomènes très très particuliers. Et j'avais presque une frustration énorme au bout de quelques semaines et quelques mois de pratique, c'est que je m'endormais quasi instantanément et je pouvais pas profiter, je dirais, je pouvais pas profiter plus longtemps de ces phénomènes qui sont assez régénérateurs, on va dire. Oui. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. C'est un livre qui se lit comme un roman, qui en plus qui est petit, c'est pas un gros truc Non. on est obligé d'avoir du mal à mettre dans son sac. Donc c'est vraiment comme un livre de poche et ça se conserve et on peut prendre des notes. Et je pense que je mettrai à côté, je mettrai le training autogène pour ceux que ça intéresse. Merci Ok. beaucoup, Iris, merci beaucoup. Merci à vous, hein. C'était un plaisir. Moi, c'était un plaisir pour moi. Ça m'a bien plu, votre livre. Eh bien, moi, j'en suis content. Bon. Merci beaucoup. Merci à vous.